Cécile Duflot est l'invitée de Dimanche Politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas du tout sexiste, mais on a titré Cécile Duflot la brune qui ne compte pas pour des prunes. Puisque même si... Je connais la chanson par cœur, si j'imagine. ma génération. Même si une candidature écologiste à la présidentielle ne serait créditée pour le moment que de 2 à 3% des voix, même 2 ans après votre départ à grand fracas du gouvernement, même après l'explosion d'Europe Écologie Les Verts façon puzzle, eh bien, votre avis compte et vos prises de parole sont redoutées par un exécutif auquel chaque voix sera nécessaire aux alentours du mois d'avril 2017. Ex-ministre du Logement, ex-secrétaire national des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, députée de Paris, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts et non à la primaire de gauche, comme certains qui étaient dans vos rangs il y a encore peu. Avec quel objectif cette candidature à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, mais même l'idée d'un candidat d'Europe Écologie Les Verts, encore une fois, à la présidentielle, avec quel objectif autre que porter devant le plus grand nombre les débats écologiques? Avec un objectif très simple. Moi, je suis candidate à l'élection présidentielle pour devenir la première présidente écologiste de la France. Voilà. Les intentions de vote, certes, les sondages, on peut considérer qu'ils se trompent, mais les résultats, ils existent. Les résultats de 2012, de 2007 n'étaient pas spécialement encourageants pour une candidature écologiste au premier tour. Oui, mais je pense que les temps politiques ont changé, que l'esprit de notre candidature doit changer aussi. C'est le sens de ma candidature. Je pense qu'on a souvent été dans un rapport à cette élection présidentielle assez ambivalent, en étant candidat tout en pensant qu'on était juste là pour être porte-parole. Je pense que maintenant, le temps est venu de l'accession au pouvoir des écologistes pleinement. Pourquoi ? Parce que, et j'en ai fait l'expérience, vous l'avez rappelé, et d'ailleurs on le voit chaque jour qui passe avec Ségolène Royal, si le cap de l'écologie n'est pas tenu au sommet de l'État, par le président de la République ou par le Premier ministre, eh bien vous perdez tous vos arbitrages, pour parler en langage technocratique. Résultat, on fait les bouts rouges, la fin de la taxe poids lourd, le sable dans la baie de Lannion, et je pourrais continuer la liste, la disparition des trains de nuit, etc. etc. Mais vous n'avez pas la sensation que tout ça rencontre quand même assez peu d'écho auprès de la population? Mais justement, je pense que les temps changent vraiment. Pourquoi ? La première raison, c'est d'abord que les écologistes ont eu raison d'alerter sur les dangers de la pollution, les risques sur la santé, tout simplement, sur les conséquences et la réalité du dérèglement climatique. Mais en plus, et c'est là où c'est intéressant, c'est que les solutions existent. Si on en était resté à un constat un peu dramatique, ce serait triste. Les solutions existent. On sait produire de l'énergie proprement, on sait lutter contre la pollution. Si on veut, si on décide de sortir totalement des pesticides, de dire qu'on n'empoisonnera plus ni les agriculteurs ou les viticulteurs, ni les enfants, ni les consommateurs, on peut le faire. Donc il faut simplement de la détermination politique. Et je reviens à votre question du début. La question justement, c'est celle de savoir si oui ou non on a le courage de mettre en place la République écologiste. Si on se dit, on est en 2016, il faut écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays qui est en train de se perdre à la fois dans sa relation au monde, dans sa relation à lui-même, qui n'a plus de projet, qui ne fait que se diviser, que se replier. Donnons-nous un horizon. Cet horizon, c'est celui de la République écologiste. Oui, mais tout de même, bon, alors j'en reviens aux chiffres et aux intentions de vote. Je sens que ça vous contrarie. Mais... Non, je ne suis pas contrariée. Je m'interroge sur On est quand même dans une période assez troublée. On pense bien qu'il va manquer, la moindre voix qui ne se portera pas sur son nom manquera au candidat de gauche du premier tour, autre que la gauche écologiste, pour se qualifier pour le second tour. Est-ce que c'est un péril dont vous considérez qu'il n'existe pas, ou est-ce que finalement ça n'a pas d'importance pour vous, le fait d'une nécessaire unité de l'ensemble des forces de gauche dès le premier tour ? Pour moi, le péril, Madame Pulvar, c'est qu'on vit la 3e année la plus chaude de l'histoire de l'humanité depuis la période pré-industrielle. Le péril, c'est qu'il y a une épidémie de maladies du mode de vie, du cancer par exemple. Le péril, c'est les dangers de la pollution sur les maladies respiratoires des enfants. C'est ça le péril. Ensuite, sur le périmètre de la gauche et la droite. Moi, vous savez, je n'ai pas de difficulté à reconnaître que je suis héritière des valeurs de la gauche, que le combat pour l'égalité des droits, pour la justice sociale, tout ça, c'est des combats que je partage complètement. Mais ces derniers mois, et même parfois ces dernières années, on a pu se poser les questions de ces limites. Si vous, journaliste, on vous avait endormi en 2012, façon princesse, et on vous avait réveillé au printemps 2016, on ne vous donnait pas les noms, mais on vous disait qu'on faisait la déchéance de nationalité et la loi travail.
vous auriez répondu que Nicolas Sarkozy avait gagné l'élection présidentielle. Et c'est bien ça le grand trouble qui a traversé toutes les familles politiques. Ce qui fait aussi qu'une partie de la droite est en train de basculer du côté de l'extrême droite. Donc face à cela, pour moi, la bonne réponse, c'est de parler de solutions et de projets. Qu'est-ce que ferait une présidente écologiste en France? Elle ferait une France 100% renouvelable. Elle ferait 100% de bio dans les cantines. Ça veut dire quoi, une Elle ferait France les 32 heures. Ça veut dire qu'on sort du nucléaire, on engage la France dans un chemin, celui des énergies renouvelables, qui crée 8 à 900 000 emplois. Par exemple, parce que ça répond aussi à l'activité. C'est ceux qui font l'analyse qu'aujourd'hui, quand vous mettez $1 million, c'est une étude américaine, pour développer l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les réductions de consommation d'énergie, vous créez 17 emplois, quand avec le même $1 million, vous créez 5 emplois dans le nucléaire. C'est donc la lucidité de constater qu'aujourd'hui, ne rien faire face à la crise écologique, ne rien faire face à l'aggravation des inégalités sociales, c'est se tromper, et donc il faut absolument faire autrement. Alors, quand vous dites une France 100% écologique, et la réponse que vous faites et qui est également dans votre programme de candidate, c'est cette question de sortir du tout nucléaire, en tout cas pour la production. Sortir du nucléaire tout court. Sortir du nucléaire, en tout cas pour la production d'électricité. Bien sûr. Ce n'est pas la seule source de pollution dans nos modes de vie. L'électricité utilisée comme énergie et provenant du nucléaire, ce n'est pas la seule source de pollution. Vous avez raison, il y a des hydrocarbures, il y a deux la champs question majeurs. de la pollution par les véhicules, etc. se pose également. Il y a deux champs majeurs, le bâtiment, 43% des émissions de gaz à effet de serre, et le transport. Et là où vous avez aussi raison, c'est que quand, sur le Grenelle, on faisait le constat que 14% de fret ferroviaire, c'était trop faible et qu'il fallait passer à 25%. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On n'est pas passé à 25%, on est descendu à 10%. Dans le même temps, l'Allemagne, qui était à 10% en 2007, est passée à 25%, avec la taxe poids lourd et une grande détermination dans une politique de ferroutage. Une présidente écologiste, c'est une présidente qui dit qu'il n'y aura plus de marchandises qui rouleront sur les camions, en ne payant pas leur vrai coût social et environnemental, et en ayant des conséquences sur la santé. Alors, si jamais vous n'étiez pas élu président de la République... C'est une hypothèse que je peux envisager également, hein, mais ça n'est pas ma préférée. C'est loin de moi un quelconque mauvais esprit, mais si jamais... C'est bien. Est-ce que, pour vous, puisque l'écologie, évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas que les questions liées au réchauffement climatique, c'est aussi une conception de la société, par exemple sur la question de la crise migratoire, oui. Par exemple sur la question de l'égalité des droits. Est-ce qu'un candidat de droite comme Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, élue président ou présidente de la République, ce serait le meilleur moyen de régler ces questions-là? Bah, évidemment que non. Évidemment que non. Et surtout pas dans Mais vous ne voulez pas faire le choix entre ces hypothèses-là et le fait de soutenir un candidat de gauche, de vous insérer dans la primaire de gauche, comme d'autres candidats écologistes. Je suis une femme politique qui est tout à fait capable de faire des choix, qui les assume et dont on peut regarder maintenant ces 10 dernières années, non seulement mes convictions, leur constance, mais aussi la capacité que j'ai de me tenir très près de ces convictions. Et donc quand vous dites cette histoire de primaire de gauche, on voit bien qu'on réfléchit dans un ancien monde, dans un monde où en plus le débat n'est pas ouvert. Si encore c'était un moment où on pouvait discuter de ces propositions, de dire que le projet de celui ou celle qui sortirait de cette primaire, il serait un projet complètement différent. Pas du tout. Le projet de cette primaire, qui d'ailleurs est une primaire socialiste, c'est de s'aligner sur le candidat qui gagne. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique. D'ailleurs, la grande différence avec la primaire de l'écologie, c'est que, et ça a été noté à chaque fois, c'est que nous partageons l'essentiel. Pourquoi? Parce que nous faisons la même analyse. Et ce projet, comme vous dites, c'est un projet en faveur de la transition écologique et aussi de justice sociale. C'est lié la question écologique et la question sociale. Je crois que c'est ça aussi la nouvelle page de l'histoire de l'écologie. Pourquoi ne pas défendre ce projet-là dans une primaire de gauche unitaire? Parce que, vous l'avez compris, c'est pas ce projet-là qui peut être défendu. Et la bonne... Si vous ne participez pas à la primaire, puisque vous l'avez compris. Moi, j'avais dit que je n'étais pas hostile à cette idée qu'il y a un débat entre tout le monde, mais qu'on se mette d'accord sur une plateforme de projet. D'abord, c'est-à-dire que quel que soit le ou la candidat qui gagnerait, il porterait, j'allais dire, une trame de projet commun. Ça a été refusé avec beaucoup de véhémence en disant c'est le candidat qui gagne qui porte son projet. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas, aucun écologiste, participer à une primaire dont le candidat qui gagnerait dirait qu'il continue le nucléaire, les OGM... François de Rugy, c'est pas un écologiste? D'accord. Question suivante. Cécile Duflot, un des débats qui agite l'Île-de-France et singulièrement Paris ces dernières semaines, puisque vous êtes député de Paris, c'est la fermeture des voies sur berge, côté rive droite. Alors ça peut paraître très parisien comme sujet, mais ça montre bien les questions aujourd'hui de fonctionnement des villes, de pollution. La grande couronne, la petite et la grande couronne autour de Paris accusent les Parisiens de se montrer très égoïstes en
en fermant ainsi ces voies sur berge. Et l'opposition, les Républicains au sein du Conseil de Paris, est vent debout contre, c'est un mauvais jeu de mots, contre cette interdiction. On écoute Nathalie Kosciusko-Morizet, invitée de Laurence Ferrari. Je suis pour, à terme, la piétonisation. C'est-à-dire que je suis pour la réduction de la place de la voiture dans Paris. Mais je trouve que la façon dont Anne Hidalgo s'y prend est ni faite ni à faire. D'abord, pas de concertation avec les élus de banlieue, qui sont les premiers concernés, parce que les voies sur berge, ça débouche sur la A4, c'est le moyen des habitants du Val-de-Marne de rentrer chez eux. Deuxième chose, pas de phasage dans le temps, et il faut du temps pour pouvoir développer des alternatives de transport en commun. Troisième chose, elle le fait n'importe comment. Il y a des endroits où il faut fermer le haut et des endroits où il faut fermer le bas. Là, elle ferme le tunnel des Tuileries. 800 mètres de tunnel fermé, vous allez pouvoir y faire du ping-pong. Chouette. Bon. J'imagine que vous soutenez ce projet, mais est-ce qu'il n'est pas un peu égoïste ? Je viens d'écouter avec attention Madame Kosciusko-Morizet. Elle dit « je suis d'accord avec le principe, mais c'est pas comme ça ». Elle est d'accord avec le principe, mais pas avec les modalités. Oui, mais parce que, en fait, quand on décide de réduire la place de la voiture, c'est toujours très compliqué. Ce que je veux dire à cet instant, c'est qu'on a déjà un tout premier bilan. Les bouchons, les encombrements causés par la fermeture sont moins importants que ce que prévoyait l'étude d'impact. Ce que craignait l'étude d'impact. Oui, pour une raison très simple. Quand même. C'est que, et tous les laboratoires qui étudient les flux de transport montrent, plus on crée des voies, plus il y a de circulation. Plus on les réduit, plus la circulation s'évapore, c'est le terme que les spécialistes emploient. Moi, je pense qu'elle a raison sur un point, Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je défends le projet qui avait été porté par Christophe Najdovski d'un tramway d'est en ouest le long de la Seine. Effectivement, il faut mettre un transport en commun de substitution le plus vite possible. Alors là, est-ce qu'on se donne le temps de le faire ? Oui, mais en décidant d'abord de la Mais non, parce que une autre raison de la fermeture des voies sur berge, c'est les conséquences de la pollution. On en parlait juste avant. Quand l'asthme chez les enfants a été multiplié par 2 en 20 ans. C'est ça la réalité. On ne peut pas se dire, on verra plus tard. Il faut agir tout de suite. C'est une responsabilité politique évidente. Mais vous parliez de ce sujet qui est parisien, c'est vrai. Mais en fait, la question de la prééminence de la voiture, c'est un sujet qui est partout. J'étais il y a quelques jours à côté de Toulouse, où il y a un projet qui a 30 ans de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres, dont on voit bien qu'il n'est pas du tout pertinent, mais sur lesquels les élus s'obstinent parce que c'est moderne d'avoir une autoroute. Je pense qu'il faut maintenant réfléchir différemment à la mobilité. Il faut réfléchir aussi la sobriété de l'investissement public. On peut de temps en temps avoir besoin de faire quelques investissements routiers, de délestage ou pour soulager certains nœuds de difficultés, mais on n'est plus dans l'ère ni des autoroutes et encore moins des autoroutes sur un des plus beaux endroits de l'ensemble de la planète, parce que je veux quand même dire que les berges de la Seine à Paris, c'est un endroit magique et c'est le tunnel normal. des Tuileries, oui, mais on peut y faire autre chose. On voit pas grand-chose. On peut y faire autre chose. Et là où c'est absurde, c'est que si on ne ferme pas le tunnel, elle le sait bien, débouche sur les berges. Vous dites à raison que depuis 20 ans, l'asthme a beaucoup augmenté, notamment chez les tout-petits. Ne serait-ce que pour Paris, ça fait bien 15 ans que la municipalité socialiste et écologiste a déclaré la guerre à la voiture. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de corrélation? Je trouve de pas tout à fait logique dans votre terme. De guerre à la voiture, il ne s'agit pas de guerre à la voiture. Yves Contasso avait dit qu'il allait déclarer la guerre aux automobilistes. Non, mais ça c'est encore autre chose. Non, c'est de dire qu'on doit pouvoir vivre mieux et vivre autrement. Par exemple, je reviens de Marseille où il y a maintenant un système extrêmement pratique de Twizy. Vous savez, les petites voitures Renault 2 places qui sont en libre service partout, là où on les gare. On peut les garer sur des bornes, mais pas seulement, qu'on peut prendre avec une carte de manière très simple. Donc il s'agit d'adapter la mobilité et d'utiliser aussi la modernité, et notamment le numérique, pour que les moyens de la mobilité soient plus efficaces. Les voitures qu'on voit circuler là sur vos images, ce sont des voitures qui sont prévues pour transporter 5 personnes et leurs bagages à 180 km/h. Est-ce qu'on a besoin, pour circuler en ville, d'une voiture et de trimballer toute cette ferraille prévue pour rouler à 180 km/h avec 5 personnes et leurs bagages? La réponse est non. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un modèle unique. C'est pas la voiture avec un V majuscule. C'est quelle voiture, quel usage, à quel moment. Encore un mot avant de rejoindre nos invités, très rapidement, sur ce qui se passe en Pologne. Alors, on change complètement de sujet. Et cette interdiction qui pourrait être décidée, interdiction totale de l'avortement. Je trouve que c'est très choquant. Enfin, moi, je suis aux côtés des femmes polonaises et des femmes qui se battent dans le monde pour rendre légal l'accès à l'avortement. Je voudrais juste vous donner un chiffre pour que chacun comprenne. Entre le moment où je serai arrivée sur votre plateau et le moment où je vais partir, il y a 6 femmes dans le monde qui seront mortes des suites d'une interruption de grossesse faite dans de mauvaises conditions. Parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, le drame, c'est les femmes qui meurent de ces actes-là. Il faut sécuriser l'accès à l'IVG de manière médicale et partout dans le monde. Et donc le combat des Polonaises, c'est aussi notre combat et nous devons les soutenir.
Merci Cécile Duflot, vous restez avec nous. On va rejoindre nos invités pour poursuivre le débat et parler notamment de la question de l'emploi, du chômage, de ce que l'écologie peut apporter comme solution à la crise de l'emploi. Manuel Valls, on va l'entendre tout à l'heure, parlait d'Alstom, que le gouvernement va sauver, je cite le Premier ministre, mardi. Bruno Le Maire, invité du grand rendez-vous iTélé, Europe 1, Les Échos, ce matin, estimait qu'on en faisait peut-être un peu trop à propos d'Alstom. Écoutez. Comment le président de la République, Bruno Le Maire, si vous y arrivez, réglerait-il le problème économique, social, technologique d'Alstom, puisque cette semaine, on voit bien que les 400 salariés d'Alstom, qui sont justement inquiets et en colère, et en tout cas courageux, seront probablement sauvés. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Je comprends très bien la colère, l'inquiétude des salariés d'Alstom. Parce qu'on les a trompés une nouvelle fois. L'État actionnaire, qui est un État totalement indigent, ne s'occupe pas des questions, découvre les problèmes, et puis au dernier moment dit « moi je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire ». La préoccupation majeure pour moi, c'est l'avenir des salariés d'Alstom. Que chacun puisse être reclassé, que chacun puisse trouver une solution. Ensuite, je voudrais remarquer également qu'il y a des centaines, des milliers de petites entreprises, de petites PME, d'artisans, de commerçants qui perdent des emplois chaque jour en France. Donc oui, le problème d'Alstom est important. Mais n'oublions pas que de manière beaucoup plus générale, c'est notre politique économique qui marche sur la tête. Donc c'est un étendard trop symbolique pour vous, Alstom. On ne parle que de cela alors que vous dites qu'il y a autre chose. Il y a tout un tissu économique qui souffre et dont on ne parle pas. Que depuis des années, on prend comme ça des étendards et puis on a une querelle typiquement franco-française pendant des semaines et des semaines sur une entreprise qui ferme ses portes. Et on oublie comment, dans mon département de l'Eure, il y a des dizaines de petites PME qui ne s'en sortent pas. On oublie comment, dans tous les départements où je vais, le bâtiment et le travaux publics ne s'en sort plus. Alstom au cœur des préoccupations de l'État, je vous le disais, Manuel Valls affirme « Nous allons sauver Alstom mardi ». On va demander à nos invités ce qu'ils en pensent. Francis Cramart, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre de recherche en économie statistique, professeur à l'école polytechnique, co-auteur avec Philippe Tibi de plus de marché pour plus d'État aux éditions Revue Banque. Si je ne... Erol, on va dire ça. Erol, aux éditions Erol. Merci. Frédéric Ferrer, bonsoir. Bonsoir. Artiste, conférencier, géographe. Vous faites des conférences sur l'Anthropocène, notamment au Théâtre du Rond-Point. Vous me direz de quoi il s'agit. Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Bonsoir, délégué central CGT de PSA, porte-parole de Lutte ouvrière, ancien d'Aulnay-sous-Bois. C'est PSA Aulnay-sous-Bois qui a mis sur le carreau plusieurs milliers de travailleurs, dont une grande partie ont été reclassés depuis. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos de Bruno Le Maire concernant Alstom ? Bon, écoutez, plus généralement, moi j'ai une grosse inquiétude sur l'Alstom et si j'ai quelque chose à dire à mes camarades de l'Alstom à Belfort, c'est qu'il ne faut pas qu'ils fassent confiance dans les hommes et dans les femmes qui sont responsables politiques aujourd'hui. On a en temps de campagne électorale de très belles promesses, de très beaux engagements qui n'engagent absolument à rien du tout, surtout dans les campagnes électorales. Il faut qu'ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Il peut y avoir des commandes qui peuvent tomber mardi, là, à l'annonce du plan du gouvernement, mais ça, c'est pas ça qui va garantir l'avenir du site d'Alstom. Alstom peut très bien obtenir des commandes et puis fermer le site de Belfort à court terme. Donc il faut absolument que les camarades d'Alstom Belfort, justement, ils comptent que sur eux-mêmes, que sur leur mobilisation, que sur leur propre force et avoir conscience qu'ils ont vraiment des intérêts opposés aux actionnaires de Alstom et surtout au gouvernement actuel et même futur. Mais compter que sur eux-mêmes, comme vous dites, c'est se mobiliser pour obtenir de meilleures indemnités, pour obtenir un meilleur plan de reclassement ? Non, se mobiliser pour obtenir la continuité de travailler à Belfort, de continuer. Vous savez, on peut très bien répartir les productions entre les différents sites, entre les différentes usines d'Alstom. Il n'est pas question aujourd'hui pour les salariés et pour quiconque que l'usine de Belfort ferme, au contraire. Mais pour ça, il va falloir engager un véritable bras de fer, non seulement contre la direction d'Alstom, mais aussi contre le gouvernement actuel et le futur gouvernement, le futur président de la République, parce que quel qu'il soit, de toute façon, ça sera quelqu'un qui portera des coups extrêmement durs contre le monde du travail. Francis Cramart, de quoi Alstom est-il le nom ?
Écoutez, d'abord, je trouve ça extrêmement, dans le fond, difficile pour un économiste qui vit à Paris de parler d'une situation catastrophique, difficile pour des salariés. Donc, je ne me permettrai pas de donner de leçons. Ce qui est certain, c'est que il y a 2-3 choses que je voudrais dire. Beaucoup d'emplois, dans le fond, Monsieur le maire le rappelait, il y a beaucoup d'emplois qui sont détruits chaque jour. Les chiffres disent quelque chose comme 10 000 emplois détruits chaque jour, 10 000 emplois créés chaque jour. La plupart du temps, les salariés souffrent des transitions. Donc ça, c'est une question générale. Comment faire pour que les salariés qui doivent passer d'une entreprise qui va mal à une entreprise qui va bien se portent mieux et soient, dans le fond, mieux accompagnés? Ça, c'est une vraie question qui n'a pas été du tout résolue par la loi El Khomri, qui n'a même pas été, dans le fond, abordée au moment de ces débats. Deuxième, on parle beaucoup des salariés d'Alstom. On aura envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe du côté des salariés de Vossloh? Vossloh, c'est une entreprise qui fait aussi, qui est en Alsace, qui construit des chemins de fer. C'est en France. Il y a énormément de concurrence. La France, quand elle doit faire construire des TGV pour les États-Unis, comme dans tous les pays, est obligée d'accepter, Alstom est obligée d'accepter de les construire là-bas, sinon on ne les vendrait pas. Quand on le fait en Chine, c'est la même chose. Quand les entreprises veulent vendre en France, il y a plusieurs millions de salariés en France qui sont employés par des entreprises étrangères. Donc ces choses sont compliquées, il ne faut surtout pas donner de leçons. Ce qu'il faut, c'est dans le fond voir que l'État est dans une impasse, parce que l'État est dans une impasse en général financière. Elle n'a plus l'argent de sa politique. On peut le déplorer, mais elle a plus l'argent de sa politique. On pourra revenir là-dessus, parce que ça nous renvoie aux questions qu'on se pose sur le marché du travail et les politiques qu'il faut mettre en place sur le marché du travail. Sur le coût de chaque emploi. Sur les coûts des emplois, sur comment on protège le mieux les emplois, sur le coût du logement, comment on crée le plus de logements. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de politiques qui ont conduit à des dépenses palliatives qui font que l'État n'est plus en capacité de mener des politiques. Et en plus, l'État est dans une impasse intellectuelle et dans une impasse stratégique. Parce que l'État dit « je suis capable, j'ai 20%, je suis capable de tout faire », et dans le fond, on n'y arrive pas parce que encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du problème des transports. Je ne connais encore moins Alstom, mais pour pouvoir aider Alstom, il faut avoir des gens. L'État est actionnaire, 20%, par départ porté par Bouygues, il faut qu'il ait des gens chez lui qui soient capables d'apporter un discours. Il n'a pas cette capacité aujourd'hui. Cécile Dufaux, on a l'impression d'un certain défaitisme à la fois de la part des responsables publics, mais aussi des experts, devant une société qui change, une économie qui change, un marché mondial de l'offre et de la demande qui est complètement bouleversé, avec pour conséquence des millions de destruction d'emplois. Et face à ça, la seule réponse qui est aujourd'hui apportée, c'est un revenu universel garanti. C'est pas la seule. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vraie politique en matière économique, il faut qu'elle soit écologique, c'est-à-dire qu'elle intègre ce bouleversement considérable qu'est le dérèglement climatique et qu'elle repose sur 3 piliers, la transition, l'innovation et la relocalisation. Mais sur Alstom, le sujet, là, pour le coup, il est quand même assez simple. Qu'est-ce qu'elle fabrique, l'usine Alstom? Des très grosses locomotives qui sont faites pour tirer des très grands trains de fret, donc de marchandises, et aussi des motrices de TGV. Ces très grosses locomotives qui tirent des trains de fret, on en a de moins en moins besoin, puisque le fret ferroviaire régresse. C'est pas parce que le transport de marchandises régresse en France, c'est parce qu'il va vers le camion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le transport par camion ne paye pas son vrai coût social et environnemental. Il ne paye pas l'infrastructure, pour commencer, et il ne paye pas non plus, avec les contrats de travail délocalisés, souvent le vrai coût social. Et encore moins ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce que ça coûte de polluer l'environnement, tout ce que ça coûte en termes de santé, par exemple, d'avoir des dizaines de milliers de camions diesel chaque jour sur les routes. Donc si on voulait avoir une politique volontariste, on associerait la taxe poids lourd, qui en plus avait commencé d'être mise en place, qui a des succès partout dans les pays européens, et le transport ferré. Auquel cas, on aurait besoin d'investir, d'acheter des locomotives qui tirent des wagons de marchandises, et ces locomotives, elles sont fabriquées à Belfort. Il y a des sujets sur lesquels je reconnais c'est plus complexe, mais moi j'ai écouté Bruno Le Maire, en fait c'est très dilatoire sa réponse. Parce que, et là le sujet est simple, est-ce qu'on fait le choix, oui ou non, de transporter les marchandises sur le rail ou sur la route? C'est une question très simple, à laquelle la réponse des écologistes est évidente, on les transporte sur le rail, c'est moins polluant, et c'est tout à fait possible. Je vais vous donner un exemple si vous me permettez.
l'autoroute A10. Chacun connaît. Oui, je sais, je peux ne pas m'arrêter. Je suis tellement convaincue, vous savez. Et je trouve en plus tellement aberrant. Vous êtes l'invité principal de l'émission. Tellement aberrant que tout le monde pleure sur l'usine d'Alstom qui fabrique des locomotives, je le redis, pour tirer des trains de marchandises, et qu'on laisse les camions circuler entre Paris et Bordeaux. C'est plus d'ailleurs une autoroute. Si vous vous mettez debout sur un pont, vous voyez passer des camions comme un train. Sauf que ce sont que des camions. Et ça, c'est tout à fait évitable. Le trajet entre le nord de l'Europe et l'Espagne, c'est pas un trajet qui doit être fait par des camions. C'est quand même assez simple et il suffit d'en faire le choix. D'autres pays européens l'ont déjà fait. Alors ça, c'est pour la question des transports. Mais quand je parlais de nouvelle économie, je pensais à tous ces secteurs qui sont ubérisés. C'est le mot à la mode. Frédéric Ferrer, il faut inventer de nouvelles conceptions de l'emploi, de nouveaux modes de vie pour faire face aux défis de cette économie-là. Oui, alors je suis pas sûr d'être vraiment le spécialiste de la question. Je suis même un peu spécialiste de rien parce que je suis géographe, donc en général la géographie c'est pas la spécialité. Important la géographie sur les flux de population, les installations, le développement durable. Oui, mais ça compte. Oui, ça compte, mais c'est souvent la convergence des connaissances des différentes spécialités qui font précisément la géographie. Donc j'ai oublié la question que vous vouliez me poser. Sur la façon, alors puisque vous estimez qu'il nous faut cesser d'être anthropocène, sur la façon dont on peut répondre aujourd'hui, notamment avec les propositions écologistes, aux nouveaux défis de la nouvelle économie, des nouveaux modes de consommation. Oui, je pense qu'il y a en effet une nécessité. Moi, je travaille sur l'anthropocène précisément parce que ça pose la question de l'invention de nouvelles narrations, de nouvelles fictions, de nouvelles perspectives pour l'avenir, y compris, et je pense que ça intéresse les scientifiques, le politique, mais aussi la création artistique, parce que finalement l'anthropocène, c'est le constat, et le changement climatique, c'est le constat en fait que ce système dans lequel nous évoluons, qui produit sans cesse davantage de changements climatiques, sans cesse davantage de pression anthropique, n'est pas bon, en fait. N'est pas bon depuis le départ. C'est quand même assez impressionnant de voir, y compris au niveau international, au niveau diplomatique, au niveau de l'ONU, que depuis 25 ans, on se réunit pour faire baisser la température et que depuis 25 ans, elle augmente. C'est-à-dire qu'il y a au-delà... Alors, on pourrait dire qu'ils sont vraiment inefficaces dans les réunions de l'ONU, mais je pense que ça pose, au-delà de la question de l'efficacité, ça pose la question de la possibilité ou non d'aboutir dans un système économique de développement qui n'est pas celui dont la planète, qui n'est pas cohérent avec la perpétuation je vous en prie, de notre espèce, qui ne peut pas continuer comme ça à massacrer les autres espèces autour d'elle dans une espèce de fuite en avant. Mais justement, alors que l'Inde a ratifié aujourd'hui l'accord de Paris, ce qui donne bon espoir qu'il soit enfin mis en œuvre, comment vous expliquez ce décalage permanent entre des faits incontestable, les records de chaleur, les records de sécheresse, etc., dont on nous parle régulièrement, la vision très concrète des changements climatiques et une espèce d'indifférence ou d'incapacité des populations à se porter, et je reviens à la question que je posais à Cécile Duflot tout à l'heure, vers les partis politiques, les candidats qui défendent le plus l'idée d'une autre planète, d'une autre façon de... Mais je ne pense pas qu'il y ait une indifférence. Au contraire, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante à énormément d'endroits, en France et dans le monde. Je pense, en revanche, qu'il n'y a pas un accès très facile aujourd'hui, politiquement, à la mise en place, tout simplement parce que la politique, elle est pensée de manière assez verticale et que domine encore. Et pourquoi il y a un échec de toutes les politiques qui sont mises en œuvre? Tout simplement parce que domine encore la politique qui crée ce fameux changement climatique. On ne peut pas à la fois vouloir lutter contre le changement climatique, faire le Grenelle de l'environnement ou faire des réunions de l'ONU et en même temps travailler pour un traité de libre-échange entre l'Europe et le continent américain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une aberration, il y a une incohérence totale. Oui, mais on a la sensation, et je reviens vers Francis Cramart et Cécile Duflot, que ce raisonnement bute contre l'idée que l'écologie ne peut pas faire bon ménage avec l'économie.
Et le développement économique, Francis Au contraire, l'écologie, c'est comme l'économie, c'est la gestion des ressources rares. Donc de ce point de vue, quand j'entends Cécile Duflot parler de la taxe poids lourd, les économistes sont 100% derrière elle. Parce que c'est effectivement l'idée d'une externalité négative qu'on l'impose à ceux qui la créent. C'est naturel pour les économistes. Si seulement... Excusez-moi, les écologistes appliquaient à l'ensemble des problèmes cette idée qu'il y a des externalités que l'on impose à tout le monde et qu'il faut appliquer des taxes à cet endroit, ça pourrait s'appliquer aux fermetures d'usines. Il y a des pays qui ont mis en place un certain nombre de règles qui permettent de mieux accompagner les salariés. L'Autriche est un exemple, les pays du Nord, ce sont des exemples. On peut discuter, dans le fond, avant de penser à licencier, il faut penser à comment on forme les gens, comment on les forme en formation initiale, parce que, dans le fond, tout le monde s'en fout. Je suis désolé, la vraie difficulté, me semble-t-il, c'est une difficulté politique et de gouvernance. Parce que j'ai aucune leçon à donner à Cécile Duflot, mais... J'attends le mais. Non, mais vous pouvez mettre un avis, on vous écoute. Donc, on applique l'idée d'une taxe poids lourd, et encore une fois, on est d'accord là-dessus, c'est un dérèglement, qui engendre le dérèglement climatique, après, de ne pas devoir tous ces camions sur l'autoroute. On pourrait se dire qu'on peut faire la même chose pour d'autres domaines, pour le logement, par exemple. Vous avez été ministre du Logement. On a mis en place des APL. Ces APL, les travaux... Les aides au logement. Les aides personnalisées au logement. C'est très clair. Quand vous mettez une APL, les travaux empiriques de recherche dont on parle dans notre livre sont capturés aux 3/4 par les propriétaires, qui augmentent les loyers. Donc la question, c'est pourquoi ? La réponse est simple. On n'a pas assez d'offres de logements et dans le fond, les maires à qui on a confié le permis de construire n'ont aucun intérêt à construire dans les zones, dans le fond, on va enlever de la rente foncière aux propriétaires. Un gouvernement progressiste, que j'appelle de mes voeux, retirerait aux maires, ou en tout cas à ceux qui se comportent mal, le permis de construire, parce que eux imposent une externalité à l'ensemble des personnes. Ça fait partie du projet d'Emmanuel Cos. Vous n'avez pas bien suivi le travail de la loi Allure, que j'ai eu la chance de porter. C'est que justement, nous avons mis en place une première étape dans la loi Allure qui s'appelle les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Parce que M. Cramat a raison sur un point, effectivement, ça n'est pas du tout par l'augmentation des loyers qu'on construit des immeubles. Ça n'est pas du tout un secteur qui répond à la loi classique de l'offre et de la demande. C'est un essai qui a été fait depuis 1986. Depuis 1986, la fixation des loyers, jusqu'à la loi Allure et son application à Paris, était libre totalement laissée à l'entière liberté du propriétaire. Donc on voit bien que s'il n'y a pas d'intervention dans ce secteur, il n'y a pas non plus de construction. C'est-à-dire que ce n'est pas les loyers élevés qui produisent la construction d'immeubles, puisque ce sont les maires qui décident ou non de délivrer les permis de construire. Mais vous avez parlé des APL, c'est intéressant. En fait, on a développé les APL quand on a décidé de réduire le budget des aides à la pierre, c'est-à-dire l'argent mis par l'État pour construire du logement social. Et je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que l'argent que l'État investit dans le logement social, c'est un argent qui rapporte de l'argent à l'État. Je m'explique. 1 euro d'aide à la pierre, ça rapporte 1,57 €, 1,60 € de différentes contributions liées à la construction de ces immeubles. Et donc, je pense effectivement que les APL, même si leur effet d'augmentation des loyers a été plus sensible pour les étudiants et pour les petites surfaces, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, ça évite une chose, l'étude qui a été montrée sur les APL, et je voudrais le dire parce que parmi les éléments très importants de notre pays aujourd'hui dont on ne parle pas du tout, et sans doute peut-être parce que les hommes politiques sont souvent des hommes, c'est que celles qui vivent le plus la précarité, ce sont les femmes seules qui élèvent des enfants. Elles sont très nombreuses dans notre pays, elles assument, et aujourd'hui, les APL, c'est le filet de sécurité pour les familles monoparentales, c'est le filet de sécurité pour éviter que ces femmes basculent dans la précarité avec leurs enfants. Et dans la politique que j'appelle de mes voeux, qui est une politique écologique mais aussi de justice sociale, je pense qu'il y a un public prioritaire aujourd'hui, ce sont les jeunes et les familles monoparentales, ces femmes qui élèvent seules les enfants, qui aujourd'hui sont toujours en permanence à la limite de la grande précarité. Je voudrais dire parce que les APL aujourd'hui servent beaucoup à ça, pour permettre à ces femmes et à ces familles de vivre encore dignement dans un logement normal. Alors, on revient à la question de l'emploi avec vous, Jean-Pierre Mercier. Vous entendez ce que disent les autres participants à ce débat. Est-ce qu'il n'y a pas, pour vous, une contradiction à un certain moment entre
le souhait d'une économie différente, et plus écologique, plus respectueuse de l'environnement et plus égalitaire, et la réalité de ce que vous vivez dans vos entreprises? Écoutez, ce qu'on vit dans les entreprises et en dehors des entreprises, quand j'entends que les salariés doivent être accompagnés lors des licenciements, c'est pas ça qu'il faut. Il faut que les licenciements s'arrêtent. Il faut que les fermetures d'usines s'arrêtent. Il faut que les fermetures d'entreprises s'arrêtent. Le chômage, il faudrait interdire aux patrons, aux grands patrons de licencier. Quand j'entends parler de précarité, oui, les années Hollande auront été un très bon cru, un très bon souvenir pour les grandes entreprises, pour les grandes familles comme Peugeot, comme Bettencourt, comme Muliez et compagnie. Et les 2 ans que vous avez participé à cette présidence Hollande, dès le départ, dès les premiers jours, il y a des coups extrêmement durs qui ont été portés contre l'ensemble des salariés, contre les chômeurs, contre les femmes. On en a bavé de cette présidence Hollande et des 2 ans auxquels vous avez participé, parce que dès le départ, la politique était extrêmement claire du gouvernement Ayrault et de la présidence Hollande. C'était servir des dizaines de milliards d'aides publiques aux entreprises, aux grandes entreprises de ce pays, pour qu'ils licencient encore plus, pour faire exploser le chômage de masse. L'emploi n'a pas été préservé, c'est les profits qui ont été préservés de ces grandes entreprises. Et aujourd'hui, il va falloir que ça cesse. Et pour que ça cesse, oui, il faudra refaire comme pour la loi travail, descendre dans la rue, faire grève, occuper les usines, occuper l'économie, bloquer l'économie par nos grèves pour qu'on se fasse entendre et qu'on impose nos revendications pour vivre mieux. Ça n'a pas marché, dit Cécile. Oui, et je le regrette. Moi, j'ai signé les motions de censure. Je suis d'accord avec vous. On n'aurait jamais dû faire cette loi travail. Je pense qu'en plus, elle est inopérante. Et là vous étiez d'accord pour la fermeture de PSA Aulnay? Non, je n'étais pas. Vous étiez au gouvernement. Vous étiez au gouvernement pendant que PSA Aulnay était en train de fermer. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est que moi, j'étais effectivement au gouvernement quand le débat sur le CICE a eu lieu. Et sur ce que ça allait pouvoir apporter. Ce que je constate, c'est que ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que tous les arguments... On le savait dès le départ. Bien sûr, sauf que maintenant, on peut regarder les chiffres et la réalité en face. Donc la leçon aussi de pourquoi on peut faire autrement, et vous me permettrez ici de parler en tant qu'écologiste qui porte un projet totalement différent de ce qui a été fait ces dernières 4 ans, et même de ce qui a été fait quand j'étais au gouvernement. Moi, j'ai défendu et j'ai mis en œuvre l'encadrement des loyers. Et je pense qu'il faut mettre des politiques en place qui vont bien plus loin. Je revendique d'avoir ça dans ce bilan. Je revendique effectivement un désaccord avec la politique du gouvernement qui s'est amplifié. Et d'ailleurs, je l'ai quitté, Monsieur Mercier. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça ne marche pas. C'est ça qui est plus intéressant. C'est pas d'en faire un débat politicien. Ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement dit que ça ne fonctionne pas encore. Il y a des premiers résultats, pour 40 notamment milliards, des créations d'emplois. Pour 40 milliards. La question, justement, quand vous disiez tout à l'heure, nous avons un problème budgétaire. La question, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Chaque année, on dépense 100 milliards d'euros pour le chômage. 40 milliards maintenant pour le CICE. Ce qu'on peut faire avec 140 milliards d'euros, c'est considérable. Donc en fait, vous préconisez une baisse du temps de travail. Oui, je pense qu'aujourd'hui... Une semaine à 32 heures. Et vous avez d'ailleurs évoqué, je voudrais revenir, vous avez parlé des grandes mutations du travail. Elles sont profondes, évidemment, mais elles vont plus loin que la mécanisation et la robotisation. Maintenant, le chantier en cours de l'intelligence artificielle fait qu'on sait remplacer une partie du travail dit tertiaire, c'est-à-dire un travail de secrétariat, pour une part peut être effectué par intelligence artificielle. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de notre espèce humaine. C'est que depuis qu'elle existe, elle ne cesse de trouver des solutions et d'inventer des solutions qui, pour une part d'ailleurs, ont contribué à détruire la planète et à faire perdre la moitié des papillons dans les 20 dernières années et une partie des oiseaux nicheurs, parce qu'effectivement, ces sujets-là, on passe complètement au travers. C'est jamais à l'ordre du jour des débats, mais les dégâts sur la faune, la flore, la biodiversité, cette crise-là, elle est aussi essentielle. Donc ce grand mouvement de changement du travail, soit on l'anticipe, soit nous allons nous le prendre de plein fouet. Aujourd'hui, vous avez 6 millions de chômeurs et de la souffrance au travail et des gens qui travaillent de plus en plus intensivement. Alors, les 32 heures, c'est une solution. Passer à 32 heures il y a un siècle, on travaillait 70 heures. Passer à 32 heures par semaine, Francis Ramard, contraindre les entreprises, empêcher les licenciements, empêcher les fermetures de sites. Est-ce que ce sont des solutions en phase? Je ne suis pas un théoricien. D'abord, sur les 35 heures, ce qu'on sait, le seul résultat sûr, on a des débats sur les allègements de charges, est-ce que ça crée des emplois? Le seul résultat sûr, c'est que passer de 39 à 35 heures, ça a eu un effet désastreux sur les ouvriers, dont le rythme s'est accéléré parce que les négociations ont fait qu'ils ont travaillé plus intensément pour faire la même chose. Donc ça, c'est pas une réussite. Je ne suis pas sûr que les 32 heures, étant donné... Je ne suis pas sûr que 4 jours...
soit la solution. Si c'est à productivité égale, c'est sûr que c'est une pression plus forte. C'est une pression plus forte. Oui, parce qu'il faut interdire les licenciements, il faut embaucher en même temps. Il faut imposer aux patrons d'embaucher. Monsieur Mercier, je comprends ce que vous dites. Dans un pays qui serait la France dans les années 60, je suis sûr que ce que vous proposez serait tout à fait adapté. La question, c'est qu'on est dans un monde globalisé. Moi, je ne me vois pas, et je ne suis pas sûr que vous voyez vous-même, dire aux Chinois, dire aux pays africains qui petit à petit se développent, que surtout, il faut que ces gens restent pauvres, et qu'ils n'exportent pas chez nous, qu'ils ne produisent pas chez nous, et que dans le fond, on ne puisse pas faire produire des locomotives, puisqu'on parle d'Alstom en Chine, ou qu'on puisse... Sinon, on aura non seulement la guerre, parce que les Chinois vont attaquer, et ils auront raison, et en plus, on aura l'émigration massive des Chinois qui ne pourront pas vivre dans des pays qui se développent. Là, dans un monde globalisé, autant je peux comprendre vos arguments, monsieur Mercier, dans un monde fermé, tel qu'il était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut plus entendre ce genre de raisonnement. C'est une voie vers l'appauvrissement collectif, je le pense. Et je pense qu'on peut le démontrer. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative, justement, à la remise en cause de certains acquis sociaux. Je pense d'abord, vous savez, je parlais d'impasse intellectuelle. Je pense qu'il faut d'abord expliquer ce qui se passe. Ça, c'est absolument nécessaire. Une des choses que je reprocherais fondamentalement à Hollande, mais à l'ensemble des hommes politiques, c'est de ne pas avoir de discours. Au moins, Madame Duflot a un discours très clair, avec lequel je ne suis pas entièrement d'accord, sur certains points, mais au moins il y a un discours. On voit où on va. Et ça, c'est important. Et les arbitrages sont très clairs. Les arbitrages sont clairs. On veut que le monde se développe. Et pour l'instant, pour que le monde se développe, il faut expliquer pourquoi certains doivent aller plus vite, pouvoir se développer dans leur pays, et après, voir comment collectivement nous faisons, dans le fond, j'espère que nous arriverons un jour à faire comme le Danemark, la Suède, voire la Hollande, qui arrivent à ne pas provoquer en moyenne des comportements, des envies, des désirs tels que ceux de M. Mercier, dont je pense qu'ils sont autodestructeurs. Je peux dire une chose. En 30 secondes. Monsieur Kramar, il dit, si on était dans les années 60, moi, votre réponse, c'est un peu si on était au début des années 2000. En 2016, on sait, puisqu'il y a eu un congrès il y a 2 ans, que les effets du dérèglement climatique seront sans doute des effets météorologiques très violents. Je vous donne un exemple. Beaucoup de creux de plus de 40 mètres entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les porte-conteneurs et les gigantesques vraquiers auront énormément de mal à venir jusqu'à nous. C'est une des hypothèses. Ce qui veut dire que le modèle de marché mondial tel que vous en parlez peut être très impacté par le dérèglement climatique. Et que par ailleurs, les conséquences de la non-action sur le dérèglement climatique sont plus coûteuses que les conséquences de l'action. Et donc, travailler sur la relocalisation, non, je crois qu'il n'y a pas de sens à aller faire fabriquer des locomotives au Japon. Il faut faire fabriquer des locomotives en Chine pour les transports chinois, parce que les dégâts de la pollution en Chine sont considérables. Mais nos locomotives qui circulent sur nos voies ferrées, il y a tout le sens de les fabriquer à Belfort. Frédéric Ferrer, donnez-nous des raisons d'espérer en 1 minute. Des raisons d'espérer. En fait, vers l'an 1000, Éric le Rouge a donné son nom à une terre, il l'appelait Greenland, terre verte. Et cet argument, il est souvent utilisé par les climato-sceptiques et puis par un ancien président de la République, là récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait que la preuve, c'est que le Groenland était beaucoup plus chaud au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Et comme les Vikings au Moyen-Âge n'émettaient pas de dioxyde de carbone, parce qu'ils n'avaient pas de pétrole, pas de charbon, etc., c'est que forcément, le changement climatique, il était naturel. Bon, alors on le sait aujourd'hui, c'est totalement faux. En fait, Éric le Rouge, il a menti. Le Groenland n'était pas vert du tout. Il a dit que c'était vert parce qu'il voulait convaincre des camarades à lui de venir avec lui parce qu'il était banni et il allait s'ennuyer beaucoup au Groenland. Donc en fait, c'est ça. Les raisons d'espérer, c'est que je crois qu'on a libre à nous là d'inventer. En tous les cas, ce système, il vient de prouver, il prouve chaque jour un peu plus et chaque année davantage quand on voit ce qui nous reste. À quel moment de l'année la Terre a fini et rentré dans une... on a la preuve que le système de développement que l'humanité s'est donné n'est pas le bon. Alors moi, je n'ai pas la solution, bien sûr, je ne suis pas un homme politique, mais on a une urgence absolument à penser d'autres pistes, à changer, mais à tout mettre par terre et à changer tout. Alors, il nous reste à peine 1 minute, Cécile Duflot, pour 2 de vos choix. On vous a donné la possibilité de parler d'initiatives qui vous tenaient particulièrement à cœur. Par exemple, les fermes d'avenir.
Oui, non, je vais parler des 3, je vais prendre en otage. Les fermes d'avenir, c'est la démonstration qu'on peut, sur une petite surface, produire notamment du maraîchage, donc des légumes, avec plus d'emplois, sans aucun produit chimique. C'est une leçon, ce qu'on appelle la permaculture. C'est là aussi le résultat à la fois de la modernité et du refus de l'usage des pesticides. Et ça fonctionne. Et si vous voulez plus de détails, allez sur leur site. Comme ça, j'aurai le temps de dire les 2 autres. Le deuxième, c'est Pocheco. Pocheco, c'est justement une entreprise qui fait la démonstration qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire produire sans aucun déchet des enveloppes et dans un monde économique qui est un monde concurrentiel, donc avec une production de qualité et sans souffrance au travail, puisqu'il y a une grande réflexion sur la manière de travailler au sein de cette entreprise. Je précise que le patron de Pocheco vous soutient. Exactement. Emmanuel Druon qui a écrit un livre très intéressant que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Écolonomie, en disant que justement l'écologie et l'économie non seulement ne sont pas ennemis, mais peuvent être amis. Et enfin, la troisième... le gypaète barbu? Alors, c'est pas le gypaète barbu, dont je voulais vous parler, c'était le vautour moine. Le vautour moine, c'est un oiseau qui avait disparu. Alors, je sais pas. Je pense que c'est un gypaète. Alors là, c'est un gypaète barbu. Donc il nous faut trouver le vautour moine. Voilà. Simplement pour montrer qu'en matière de biodiversité, il y a aujourd'hui un enjeu vraiment décisif. Nous perdons, je l'ai dit, des papillons, beaucoup d'oiseaux nicheurs, ceux qui habitent en France, qui ne sont pas des oiseaux migrateurs. Mais en revanche, si on veut les réintroduire, on peut. Ça a été fait dans les Grands Causses. On a réintroduit aussi l'aigle de Bonelli. Donc si l'homme veut réparer les dégâts qu'il a été capable de faire, et c'est ça, moi, ma raison d'espérer, c'est qu'il a l'intelligence d'inventer le progrès qui répare les erreurs du progrès du passé. Et pour moi, c'est ça qui est très, très enthousiasmant. Et je ne suis pas un homme politique, mais je suis une femme politique. Et je pense qu'effectivement, c'est la responsabilité des femmes, des hommes politiques et de ceux qui s'engagent de refuser la fatalité. Vous voyez qu'on peut espérer quand même. Merci beaucoup à tous les 4. Dimanche politique continue avec Michel Cotta et Julien Arnaud. À tout de suite.